De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, je reçois ce soir Sarah Ndiaye, présidente de l'association Guadaliwood. Elle nous parlera d'un atelier qu'elle tient demain sur l'écriture de son premier scénario. Elle est là dans le cadre du mois de l'Afrique. Bonsoir Madame Ndiaye. Bonsoir. Alors, avant d'en venir effectivement à l'écriture cinématographique, j'aimerais qu'on parle effectivement de ce mois de l'Afrique qui est sur la thématique du panafricanisme. Est-ce que c'est une thématique que vous avez toujours traitée, qui vous a toujours intéressé, ou bien c'est une nouveauté? Alors moi personnellement, le mois de l'Afrique, ça signifie beaucoup pour moi depuis toute jeune. Je me souviens quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, ou peut-être plus jeune, les premières fois où j'ai entendu parler du mois de l'Afrique, ça m'a vraiment inspiré quelque chose en fait. Voilà, je m'appelle Sarah Ndiaye, je suis d'origine Wolof par mon père, Guadeloupéenne par ma mère, mais mes racines africaines, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fascinée. Et avec le mois de l'Afrique, quand j'ai commencé avec le mois de l'Afrique, ça m'a permis de m'exprimer, de mieux trouver mon identité. C'est un rendez-vous que j'attendais, que j'ai toujours attendu. Donc c'est avec honneur que cette année j'y participe et que j'amène, on va dire, voilà, mes activités. Votre touche. Exactement. Effectivement. Alors, mais vous avez grandi en cadre français, en Guadeloupe, oui. Ici, en Guadeloupe. Comment vous perceviez l'Afrique jeune? Puisque vous avez quand même une connexion directe par votre filiation. Tout à fait. Mais comment vous viviez cela? Alors, il faut savoir que mon père m'a toujours parlé de l'Afrique, m'a toujours parlé de Léopold Sédar Senghor, m'a toujours parlé d'Aimé Césaire, m'a toujours expliqué des choses très importantes, voilà, qu'il estimait être importantes. Il insistait là-dessus, il était très autoritaire. Et je me souviens que la chose la plus importante qu'il me disait, c'est « il faut que tu connaisses ton histoire, et il faut que tu comprennes que tu n'es pas une descendante d'esclaves ». Voilà, c'est ce qu'il me disait. Voilà. Depuis toute petite. Si on disait qu'on était descendants d'esclaves, on se faisait taper. D'accord. Voilà. On n'est pas descendants d'esclaves. On n'est pas descendants d'esclaves. Voilà, selon mon papa, on n'est pas descendants d'esclaves. Voilà. À tel point que des associations, effectivement, ont voulu débaptiser un peu les ancêtres, qui étaient affublés, effectivement, de l'appellation esclave. Et eux avaient opté pour africains réduits en esclavage. Ça donnait la fresse. Voilà. Votre papa aurait validé. Il validait déjà totalement. Voilà. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est un passage de notre histoire. Mais pour lui, après aussi avec mon histoire, puisque mon nom Ndiaye signifie quelque chose. Voilà, c'est le nom d'une lignée qui est assez connue, surtout au Sénégal. Et voilà, donc depuis très jeune, on a appris qu'on était des descendants d'empereurs, du premier empereur nord-africain. C'est préférable, en termes de représentation et pour la valorisation. Voilà, en termes d'identité, voilà, quand on grandit, en termes d'identité, voilà. C'est mieux de s'identifier à des empereurs, des rois, des reines, voilà. Plutôt qu'à des esclaves, effectivement. Donc depuis jeune, votre père vous a sensibilisé. Vous avez grandi ici en Guadeloupe. Vous avez quel âge à peu près? Oula, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Oui. Autant pour moi, j'aurais dit moins. Donc, autant pour moi. Donc, c'est l'Afrique. On est de la même génération, finalement. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était mal vu à l'époque? Ah oui, je me souviens très bien comment c'était mal vu. Je me souviens très bien, mais bon, ça ne m'a jamais vraiment gênée. Après... On renie que les autres, parce que tout le monde était un peu dans une mouvance où on reniait un peu le côté africain, c'était même une insulte. Voilà, il y a eu un moment où c'était un petit peu... Effectivement, il y avait ce côté insulte, mais je pense que j'étais tellement fière que ça me passait à côté. Et en fait, voilà, on me disait par exemple, mais il y a combien d'enfants? Vous n'avez pas 10 enfants à la maison, puisque les Africains font plein d'enfants. Il y avait des préjugés qu'on nous sortait comme ça, voilà, mais bon, ça me passait carrément au-dessus de la tête. J'avais vraiment cette fierté, en fait, mon identité, elle était claire, donc je n'avais pas de... Vous n'êtes pas parti pour un retranchement dans l'autre camp? Voilà, pas du tout. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, je me suis souvent trouvée attaquée lors de certaines discussions où j'échangeais, donc avec des Guadeloupéens, avec des Antillais, où j'expliquais, bon, donc on me disait, on est des descendants d'esclaves, et je disais, bon, avant l'esclavage, il y avait quand même autre chose, voilà, l'esclavage c'est juste un moment, on est descendants d'autre chose, de rois, de reines, d'empereurs, et effectivement, ça pouvait donner lieu à des discussions assez vives.
Mais jusqu'à Assez maintenant, vif. certaines personnes tournent ça un peu en ridicule. Oh, descendant de rois, de reines, d'empereurs. Enfin, c'est limite, tu te la pètes, arrête de te la raconter. Bon, T'es descendant de personnes qui étaient dans des cales de bateau, quoi. Voilà, bon, il y a une histoire quand même. Cette histoire, on peut la retrouver sur Internet, notamment dans le cas de ma famille, les Wolofs, le premier empereur Ndiaye d'Ndiaye. Une histoire qui a été chantée par Youssou N'Dour. Donc c'est vrai que j'avais... C'est pas du fantasme. Ouais, non, mais j'étais... C'est pas du fantasme, c'est Voilà, réel. j'étais assez à l'aise avec cette identité en fait. Et je pense que cette identité, le fait de ne pas avoir de problème d'identité, ça m'aide à me développer, ça m'aide à mettre en place des projets. Vous avez évité quelques traumas? Oui, je pense. Quelques traumas, quelques blocages, quelques peurs aussi. Voilà, je vois vraiment toute l'entièreté de mon peuple, en fait. Et je nourris ce rêve de nous voir ensemble, réunis, et enfin pouvoir être respectés à travers le monde. Alors, nous, on se perçoit effectivement comme étant africains, n'est-ce pas? Mais quand vous avez eu ce rapport, vous avez votre père, effectivement, cellule familiale, donc ça c'est plutôt simple, mais votre rapport avec les Africains. Parce qu'à un moment donné, on a tous traversé et on s'est tous retrouvés confrontés aux Africains. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était vous n'êtes pas tout à fait africain. On avait du mal à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'on a déjà progressé à ce niveau? Je pense qu'on a progressé. C'est vrai que moi, comme j'ai grandi en Guadeloupe, donc bon, même si j'étais entourée d'Africains, même si on faisait des repas, des événements vraiment autour de l'Afrique, voilà. Mais c'est vrai que j'ai grandi, on va dire, de manière occidentale. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a progressé. On comprend un petit peu que l'Antillais, il est africain, il a ce côté panafricain, mais qu'effectivement, il a sa propre culture. Je pense que notre culture afro-caribéenne, elle a beaucoup de richesse. C'est une belle culture. Même en tant que Guadeloupéenne. Je suis Guadeloupéenne, j'aime ça. Voilà, je suis Guadeloupéenne, panafricaine, d'origine Wolof, il n'y a pas de souci, mais j'aime la Guadeloupe, je suis Guadeloupéenne et voilà, j'aime cette île en fait. C'est ici que je veux développer des choses d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez votre vision bien établie, vous vous êtes construit sans effectivement renier vos origines ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le panafricanisme, c'est une réalité qui est en train de prendre corps, ou bien c'est un effet de mode, quelque chose, un peu une tendance, un peu... Alors pour moi, le panafricanisme, c'est depuis toute petite. Voilà, donc vu mon âge, j'ai déjà vu pas mal de modes passer. Non, je vois juste que ça prend plus d'ampleur. Bon, ce qui se passe, c'est que maintenant, donc on va s'afficher, en fait, on va afficher son côté panafricain. On va plus se faire critiquer, des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, je pense que ça prend plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui comprennent en fait l'intérêt aussi du panafricanisme. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir une pensée, c'est vraiment aussi le fait de tous se réunir pour pouvoir avancer, puisqu'on subit les mêmes choses à travers le monde. On subit les mêmes choses en fait. Donc ça, c'est-à-dire que bon, on va nous reprocher finalement le côté communautaire finalement, de se regrouper, de faire des black action. Voilà, on a presque l'impression en fait que la seule communauté qui n'est pas communautaire, c'est la nôtre pour le coup, puisqu'on veut être comme ci, on veut être par là, parce qu'on est dans telle région, on est comme ci, on est dans telle région, on est comme ça. Toutes les autres communautés, peu importe l'endroit où elles forment une communauté. Nous, on est un petit peu éclatés autour du monde. Hein. J'appelle ça l'empire africain en fait, puisqu'on on est sur toute la planète. Entre parenthèses, construit énormément de choses. Voilà, et aujourd'hui, on est la plus grande ressource voilà, de cette planète. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on se réunisse tout simplement. Pour moi, c'est une question de respect. C'est aussi pour nos enfants, pour les futures générations. Quand on met des choses en place, quand on avance ici, au bout d'un moment, on se rend compte des blocages. On rencontre tous les mêmes blocages. Donc, il faudrait peut-être qu'on se mette ensemble pour dépasser les blocages. Vous dites que bon, l'effet de groupe pourrait permettre de surmonter... Oui, l'effet de groupe, le fait aussi de se stimuler l'un l'autre, le fait aussi de viser une excellence, le fait aussi de vouloir le meilleur pour les futures générations, le fait simplement de vouloir se libérer de tous ces blocages et de toutes ces chaînes en fait, qui nous font souffrir au quotidien. Le fait de se libérer de l'aliénation, tout simplement. Moi, je parle, en fait, ça m'amène souvent vers le cinéma. On passe notre temps à regarder à la télévision des personnes qui ne nous ressemblent pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le problème de la représentation. Pour nos enfants, Capital. pour nos jeunes qui grandissent, en fait, qui sont exclus de ce qu'ils regardent, ce n'est pas normal. Il y a vraiment un effet, en fait, qui est important. Et il y a vraiment, en fait, entre parenthèses, une aliénation qui est entretenue par tout ça. Donc, à un moment, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se mette ensemble, et il faut qu'on pense en fait à nous, et qu'on pense à nos jeunes, et qu'on construise quelque chose pour eux, quelque chose de concret, construit par nous. Voilà. La représentation, honnêtement, est capitale. Exactement. On ne l'avait peut-être pas saisi il y a quelques années, mais en tout cas,
Là, beaucoup en ont pris conscience, les scénaristes, les auteurs, un peu tout le monde, à tel point que, par exemple, quand Disney essaie de porter une modification sur la petite sirène en donnant le rôle à une personne noire, autant la communauté afro est extrêmement fière, autant par contre les autres communautés, ça leur paraît un petit peu bizarre. Donc dans le rééquilibrage en question, est-ce que on va pouvoir faire ça gentiment, on va dire? Alors, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que nous consommons beaucoup de cinéma, nous consommons beaucoup d'audiovisuel, nous représentons une cible, en fait, qui est très intéressante. Donc, c'est normal qu'à un moment, les productions nous visent et justement utilisent ce côté représentation pour qu'on puisse s'identifier et continuer à acheter. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Après, il y a d'autres façons de voir un petit peu la chose, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, on est devenu un public plus exigeant, donc forcément... ils doivent s'adapter. Donc, ils s'adaptent effectivement au porte-monnaie, voilà. Parce que c'est la raison économique. Voilà, il y a une raison économique, hein. Il faut être clair en fait. Quand on pèse suffisamment, on peut influer sur les marchés, on peut... Nous sommes nombreux. Et en fait, comme vous l'avez remarqué, hein, on l'a remarqué ces dernières années, on se déplace beaucoup au cinéma et on fait des succès au box-office. Voilà, lorsque nous, on se sent identifié et que cette fiction nous intéresse, on se déplace. C'est un carton. Voilà, c'est un carton et voilà, c'est ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment ce qui se passe. Après, il y a des discussions en ce qui me concerne. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai développé ce cahier d'exercice, écrire son premier scénario. L'importance du scénariste. Je pense que nous avons des tas d'histoires et qu'il faut vraiment qu'on raconte des histoires, nos histoires. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on raconte nos propres histoires. On a nos légendes, on a nos personnalités. Il y a des gens qui ont... Et c'est surtout le prisme à travers lequel voilà, on voit justement. aussi l'action, on voit la scène. Exactement, voilà. Par exemple... J'ai beaucoup regardé des séries justement sur l'esclavage, forcément, on s'y intéresse à un moment donné, jusqu'à ce que ça nous énerve trop et qu'on doive arrêter, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que, je vous pose la question, sur les 3/4 des réalisations, que ce soit des séries ou bien des films sur l'esclavage, il y a toujours l'intervention, effectivement, de quelqu'un, une personne X, Y, peu importe, une personne qui prend le rôle du sauveur. Oui, tout à fait. Et ça m'a toujours un peu marqué parce qu'il y a toujours, systématiquement, un sauveur qui vient de quelque part, bon, blanc forcément, qui vient de quelque part pour pouvoir nous aider. Visiblement, c'était une réalité, mais j'ai l'impression qu'on essaie de minimiser un peu le rôle du descendant... Alors, il y a la question, en fait, donc on revient au scénario, c'est qui est-ce qui raconte l'histoire? Voilà, qui est-ce qui raconte cette histoire? Qui est-ce qui produit cette histoire? Donc, lorsqu'on regarde cette histoire, en fait, qui est-ce qui la raconte? C'est la personne qui la raconte, qui choisit. Et c'est jamais innocent, finalement. Je pense pas du tout que ce soit innocent. Déjà, choisir un thème comme celui-là, il faut vraiment, c'est vraiment une décision, en fait. Donc, il y a un côté historique, il y a éventuellement un côté politique derrière. Voilà. Et puis, la personne qui raconte l'histoire, bon, ça dépend de quel côté elle est. Hein. Si elle est du côté des vainqueurs ou des vaincus, tout simplement, entre parenthèses. Donc voilà, moi je pense qu'il faut regarder... Mais ce sont toujours les vainqueurs qui ont fait le cinéma autour de cette question. Nous sommes d'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le cinéma, lorsqu'on regarde ce qu'on nous propose, il faut vraiment regarder les intérêts économiques. Lorsqu'on dit que les choses évoluent, c'est simplement parce qu'en fait, nous sommes devenus plus exigeants. D'accord. De là, croire que... c'est parce que on s'intéresse à nous que faut regarder. Non, mais faut regarder quand même. Faut pas être naïf. Voilà, nous sommes dans un marché en fait cinématographique et nous représentons une masse qui sait se déplacer en salle de cinéma. On en a beaucoup parlé, voilà. Et donc en fait cette masse qui se déplace est une masse qui est enviée, qui est voulue, qui est désirée. Et voilà. Faut se dire que le marché ne regarde pas la couleur, ne regarde pas l'obédience, il regarde le cash. Il regarde en fait, ce que tu rapportes. Peut-être que c'est un petit peu simplifié tout ce que je dis, mais dans tous les cas, c'est ce que je remarque, c'est ce que je vois. Notre communauté, peu importe où elle est, prend cette question à bras le corps. Dès qu'il y a des fictions, des séries où nous sommes plus représentés, ça devient vraiment un sujet de discussion très très important entre nous. Voilà, et donc on consomme beaucoup. Mais est-ce que c'est pas le fait de la nouveauté aussi ? Parce que c'est vrai que pendant un temps, on avait par exemple beaucoup de Marvel qui sortaient, les basiques. À partir d'un certain temps, quand Netflix est sorti du bois, là on a commencé à voir des DC, des Marvel avec des personnages principaux noirs. Mais est-ce que c'est pas
juste une tendance, c'est lancé quelques années. Alors je sais que pour certains personnages de Marvel, puisque je m'étais renseignée, pour certains personnages de Marvel, ils étaient à l'origine dessinés, ils étaient... Bien sûr, ils existaient voilà, déjà, hein, mais ils étaient dans les tiroirs. Voilà, ils existaient déjà, voilà, c'est ça. Bon, là, on est passé à une nouvelle ère, en fait, où effectivement, soit nous faisons notre propre cinéma, soit ceux qui font du cinéma depuis longtemps le font pour nous. Donc, une tendance que vous voulez, voilà. que vous voulez changer dans tous les cas. Je veux que nous fassions notre cinéma, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup le cinéma des autres, on critique, on aimerait être dedans. Il faut qu'on fasse simplement notre cinéma, qu'on raconte nos propres histoires. Elles sont authentiques, elles sont originales. C'est pas du remake, c'est pas ce qu'on voit tout le temps. On ne voit pas nos histoires de toutes les façons puisqu'on les raconte pas, en gros. Donc voilà, il y a une demande en fait par rapport à nos histoires. Il y a une demande par rapport à l'authentique, à l'originalité. Le cinéma, c'est pas faire du copier-coller. Le cinéma, c'est pas faire ce qu'on voit déjà par-ci, ce qu'on voit déjà par-là. Non, le cinéma, c'est beaucoup ça. Pardon. Finalement, ça a été beaucoup ça. Quand on regarde l'évolution du cinéma français, qui se distinguait vraiment, en train de se rapprocher du cinéma américain, par exemple. C'est-à-dire qu'on a eu cette période de cinéma d'auteur. D'accord ? Donc là, on revient encore au scénario, où effectivement, le cinéma, notamment français, a pris ses lettres de noblesse, puisqu'il y avait des histoires, il y avait des auteurs, il y avait du suspense, il y avait pas mal de choses. Aujourd'hui, on est arrivé à un cinéma plutôt de producteurs. C'est-à-dire que, bon, voilà, ce sont des personnes qui vont proposer des idées, qui n'ont pas forcément d'idées, qui vont aller sur leur remake, qui vont aller sur tel projet, telle série, telle fiction qui a déjà fonctionné. Donc, on veut aussi que cela fonctionne. Donc, on va prendre un petit peu, on va essayer de bidouiller, on va essayer de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui existe déjà. Et malheureusement, en fait, je pense que le public s'en rend compte. Le public se rend compte, en fait, qu'on voit encore et toujours les mêmes choses. Mais moi, j'ai une autre théorie dont je voudrais vous faire part. Moi, j'ai l'impression, et je le dis, que ce ne sont même plus des êtres humains qui font les scénarios. Pour moi, ce sont des IA, un peu comme ChatGPT. On met un scénario, on met une suite de scénarios, et on te dit pour moi le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et c'est choquant parce que tous les scénarios sont prédictibles. C'est-à-dire qu'on voit l'issue du film dans les 5 premières minutes. Enfin, je ne sais pas si tout le monde ça fonctionne comme ça, mais moi, il n'y a aucun film qui arrive à me surprendre. En 5 minutes, on a déjà vu tout le scénario. Voilà, c'est ça. C'est peut-être parce que vous avez déjà vu cette fiction-là, mais racontée autrement. Voilà, la même sous histoire, d'autres angles, d'autres personnages, mais c'est la même trame. Mais en fait, c'est vraiment le côté cinéma d'auteur, cinéma de producteur, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer des fictions avec un budget qui se tient, qui vont fonctionner. Donc, on prend une recette qui a déjà fonctionné. Donc, c'est ce côté manque d'authenticité et d'originalité que vous voyez comme ça. C'est pour cette raison-là qu'il faut écrire. Il faut apporter en fait cette touche d'originalité, redonner un nouveau souffle en fait au cinéma. Et puis comme effectivement on en profite pour développer notre cinéma. Voilà, nos histoires racontées par nous pour donner justement ce vent de nouveauté au cinéma. Donc il faudrait développer notre style d'écriture, ou bien, bien qu'il y ait le cinéma d'auteur guadeloupéen par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Il faudrait qu'il y ait un cinéma d'auteur guadeloupéen. Merci Harold. Voilà, je pense que tout le monde est arrivé à la même conclusion, donc ça me fait plaisir. C'est exactement ça. Donc il est temps de se lancer. Aujourd'hui, on a quand même des moyens pour pouvoir réaliser. Donc après, il faut savoir se mettre en réseau, il faut organiser les choses, il faut structurer parce qu'effectivement, on n'est pas forcément structuré en Guadeloupe au niveau cinématographique. Il faut vraiment qu'on puisse développer ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment qu'on puisse développer notre cinéma avec nos moyens ensemble, en fait. Et il faut beaucoup de moyens. Il faut des moyens. Pour la production de visuels, il faut et encore cinématographique, c'est le pire du pire. Il faut d'énormes moyens pour des projets qui parfois ne voient pas le jour. Malheureusement, on peut prendre l'exemple par exemple de la série Wish. On ne sait pas finalement si ça va sortir réellement ou pas parce que le financement en général arrive toujours est toujours terminé avant la fin de la production, donc c'est toujours des combats pour pouvoir renouveler les financements. Est-ce qu'on voit une évolution à ce niveau-là ou bien c'est toujours la croix et la bannière pour... Alors moi j'ai envie de dire que le système cinématographique français a été créé d'une certaine façon avec, on va dire, l'économie française. En Guadeloupe, on doit vraiment développer notre cinéma d'après notre économie, d'après nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que si on copie ce qui est fait ailleurs, on ne va pas y arriver. Voilà, et donc aujourd'hui, effectivement, on a des initiatives qui sont des initiatives de petits groupes de personnes qui vont développer quelque chose, on va dire plus ou moins de façon solitaire, en essayant de trouver des financements. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y ait tout un mouvement de la population qui comprenne que chaque année, il y a énormément de tournages en Guadeloupe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de l'extérieur. Mais il faut que la population consomme. Non, pas forcément que la population consomme, pas forcément. La population, il y a des fois où le Guadeloupéen regarde des fictions à la télé, ça a été tourné chez lui et il ne sait pas.
Donc voilà, moi je pense que... C'est un problème de communication, c'est quoi le souci? Parce que par contre, Meurtre au paradis, tout le monde sait, ils ont fait de la com sur plusieurs années. Oui, tout le monde sait qu'on tourne Meurtre au paradis depuis plusieurs années en Guadeloupe. Pour moi, en fait, ce que moi je pense, bon, il doit y avoir un problème de communication, il doit y avoir aussi un petit côté, en général, dans les départements comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et compagnie, il y a beaucoup de tournages de l'extérieur qui se font sur les îles et les personnes qui habitent sur les îles ne sont pas au courant. Ne sont même pas au courant. On n'est jamais au courant, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Voilà. Ce qu'il y a pour moi, c'est qu'on doit être conscient qu'il y a énormément de tournages ici. C'est-à-dire que nous sommes une terre de ressources cinématographiques. Il y a des gens qui viennent, en fait, qui viennent tourner, qui sont notamment, qui bénéficient notamment de financement, de nos financements, pour pouvoir tourner chez nous. Nous ne sommes pas au courant. Donc, en fait, cette question cinématographique, c'est une question qui est lourde, qui est importante. Et il faut vraiment que le Guadeloupéen se penche sur cette question, se rassemble, en fait, pour développer une économie cinématographique. Ce n'est pas un tel qui doit faire tel projet, ce n'est pas telle autre personne qui doit faire tel projet. C'est nous tous ensemble, en fait, on doit comprendre que nous sommes une ressource cinématographique qui est très utilisée et qu'il est temps que le Guadeloupéen utilise cette ressource que tout le monde utilise. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait. Donc est-ce qu'il y a une évolution jusqu'à maintenant? Pour moi, tant qu'on n'a pas compris que quel que soit le Guadeloupéen, quel que soit son âge, le jeune, le vieux, il faut qu'il se bouge pour qu'il comprenne que la Guadeloupe, c'est une terre de cinéma, qu'il y participe ou qu'il n'y participe pas. Donc maintenant, il faut prendre les choses en main et il faut se décider véritablement à soit aider, soit apporter financièrement, soit participer physiquement, soit écrire un scénario, soit être sur les tournages, soit acheter les films, soit il faut qu'il fasse quelque chose, soit en parler, soit communiquer. Après, à la décharge du public. Donc je fais partie aussi. On voit souvent, par exemple... des films qui vont sortir, des productions artistiques, des productions cinématographiques qui sortent, et on va dire il faut que les Guadeloupéens donnent la force, il faut que les Guadeloupéens soutiennent le cinéma. Après, moi, je veux bien cette vision-là, mais je suis plus sur une vision, est-ce que c'est pas le produit qui doit inciter justement à la consommation? Est-ce que le produit fini, la réalisation cinématographique ne doit pas être tellement bien que finalement ce soit le consommateur qui se déclenche? Est-ce qu'on doit toujours aller demander « Ah oui, mais aidez-nous », et pas juste surprendre son public qui le consomme en fait? Alors, il faut comprendre que l'économie cinématographique locale n'est pas comme les autres économies, d'accord? En général, pour dire simple, hein, les Américains consomment des films américains, les Français consomment des films français, les Guadeloupéens devraient consommer des films guadeloupéens afin de permettre le développement de cette industrie cinématographique. Moi, en fait, ce que je propose, c'est pas véritablement de donner la force. Ce que je propose, en fait, c'est que les Guadeloupéens, ensemble, se mettent ensemble pour porter des projets. Vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des moyens, vous avez... Des fois, on m'appelle, on me dit « Oui, on peut tourner chez moi. Oui, je peux passer mon véhicule, oui, je peux aider. » En fait, vraiment qu'on se mette tous ensemble, en fait, pour pouvoir développer ces projets. Voilà, mais au développement. Et donc, si les Guadeloupéens se mettent ensemble pour développer le projet, les Guadeloupéens iront le voir. Ils vont le soutenir, ils vont le diffuser. Ceux qui ont participé au projet, oui. Mais ça ne représentera pas suffisamment de personnes pour que le projet soit bankable au final. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je propose vraiment, en fait, par rapport à la Guadeloupe, c'est que chacun amène, en fait, quelque chose dans le projet. Même si c'est le fait de passer quelque chose, le fait d'apporter financièrement, le fait d'en parler, il faut que chacun soit actif, en fait, par rapport à son cinéma, parce que le cinéma guadeloupéen, il est actif sans les Guadeloupéens. Donc, peu importe ce que vous faites quelque chose. Là où est-ce qu'on est là, en fait, peu importe ce que vous faites, des filles en café au bitin, ok? Voilà, c'est le moment, en fait, de se lancer. Et donc, il y a des initiatives. Rapprochez-vous de moi, comme je dis souvent. Demain, d'ailleurs, il y a un atelier, vous organisez un atelier. On pourra parler de ce petit fascicule, très pratique. Hein. Moi, je vais me lancer. Il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et aussi, donc, demain après-midi, on a un atelier ciné-découverte. Voilà, vous pourrez poser tout type de questions autour du cinéma. Et samedi matin, nous avons une rencontre donc, au Café Papier à Jarry, l'importance du scénariste dans le développement de notre cinéma. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'y mette tous. Sans aucune exception. Tout le monde doit participer. C'est soit on est guadeloupéen, soit on n'est pas guadeloupéen. La Guadeloupe, c'est une terre de cinéma. Qu'est-ce qu'a fait?
Faut qu'on soit chauvin. Ouais, je suis d'accord pour qu'on soit chauvin. En tout cas, merci beaucoup, Sarah Ndiaye, je le rappelle, présidente de Guadaliwood, d'être venue sur ce plateau ce soir, nous parler donc de cette rencontre demain et samedi, et également de ce petit fascicule, écrire son premier scénario. Il y a vraiment beaucoup de petits tips, justement, beaucoup de petites astuces, parce que l'écriture cinématographique, vous me l'avez dit, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je suis nul, mais visiblement, ça peut s'apprendre. Avec ça, vous pouvez. Avec ça, je fais le pari que si vous avez le Ah, mais je vais l'éprouver. On va voir. Dans tous les cas, donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06 90 38 38 30. 06 90 38 38 30. Voilà, et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci encore. On se quitte pour une page de pub et Daryl Pézeron rejoindra le plateau. De retour sur le plateau du Focus, Daryl Pézeron nous a rejoint. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Daryl qui veut nous parler justement de badminton ce soir et il nous a préparé tout un plateau. Nous avons donc Olivier Bim, DTN adjoint en charge des relations internationales à la Fédération française de badminton. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Sylvie Plumin qui est présidente de la Ligue de badminton de Guadeloupe. Bonsoir à tous. Nous avons un tout jeune Adhérent, candidat, joueur, hein, Théo Vingataramin, qui est joueur au club de Marie-Galante. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. On va faire un petit focus sur Théo tout à l'heure. Nous avons Stevie Montout et Gaël Madois, représentants des clubs de badminton ici en Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous avons pour finir Antoine Botrel, qui est coordonnateur technique régional de la Ligue de badminton de Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Daryl, pourquoi cette thématique ce soir ? Alors pourquoi cette thématique? C'est-à-dire que durant cette semaine, nous avons justement la formation BAD qui a lieu sur le territoire avec différents représentants francophones qui sont présents en Guadeloupe, notamment Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Guyane, qui sont justement là pour effectuer leur stage de formation de BAD, ce qui leur permettra... Formation de BAD ? Oui, de badminton en tant que bénévole pour justement encadrer leurs adhérents afin de permettre au club d'avoir du personnel pour pouvoir justement permettre à chaque club d'avoir des entraîneurs à disposition, des bénévoles pour pouvoir faire step up la discipline sur leur territoire. Alors, présidente, comment se porte la discipline concrètement ? Eh bien, c'est une discipline qui est en pleine expansion puisque j'ai repris la Ligue en 2020. Nous étions à peu près 450 licenciés et nous avons terminé la saison à 722 licenciés. Ah, quand même. Donc, c'est vrai que c'est la chance qu'on a au badminton, c'est que c'est une activité pour tous. On va aller du mini-bad aux vétérans qui peut avoir 60 ans, 65 ans. L'avantage du badminton, c'est que quel que soit son âge, on peut jouer. Et on peut même entrer en compétition puisque les compétitions sautent au niveau de chacun. C'est-à-dire moi personnellement, par exemple, j'ai commencé très tard le badminton à 43 ans, donc je n'ai pas un gros niveau, mais plusieurs week-ends dans l'année, je peux faire des compétitions avec des personnes qui ont le même niveau que moi, prendre du plaisir, etc. Donc c'est vrai qu'on touche à une large partie de la population dans tous les âges. Et on a des moments conviviaux. On a aussi mis en place pas mal de formations pour les entraîneurs. Les clubs, on est à peu près à 12 clubs là, parce qu'on a un 12e club qui est en cours d'ouverture bien prochainement. Et ils font un gros travail au sein des clubs d'encadrement des jeunes. On a pas mal d'écoles de badminton labellisées. Et pas mal de compétitions également organisées, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Compétition uniquement locale ou bien... Alors, on a plusieurs types de compétitions. On fait des championnats. Nous, au niveau Ligue, on organise des championnats régionaux. Mais on participe aussi au championnat de France. On emmène les enfants. Donc, Théo, qui est déjà allé au championnat de France, va y retourner encore cette année. Et on organise aussi un tournoi international en même temps que le stage francophone au CREP cette semaine. Et les clubs organisent également de forts événements, particulièrement les PAPS et TIBAD, chaque année, depuis l'année dernière. Donc Théo, pourquoi avoir commencé le badminton ? Parce que j'aime bien tous les sports de raquettes. Et avant le badminton, je faisais du tennis. Donc plus grosse raquette. Pourquoi opter pour la plus petite ? Je sais pas. Tu n'as pas été influencé par quelqu'un ? Non. C'est toi qui as décidé ? Oui. Très bien. Et tu penses que tu es meilleur en tennis ou en badminton ? En badminton. Largement ? Oui, largement. Ah, au niveau local, alors tu es bien positionné ? Oui. Et au national, puisque tu t'es frotté
Je sais pas encore. Ah, ils ne sont pas encore partis. L'année dernière, il est parti, il a gagné un match de qualification. Un match de qualif. Et donc là, cette année, il est champion de Guadeloupe en minime. Et on espère qu'il fasse des résultats cette année. Donc il faut savoir qu'il est de mon club, je suis entraîneur à Marie-Galante. Et on emmène nos jeunes en déplacement, une trentaine de jeunes à chaque fois, tous les en week-end complet sur les événements. Parce qu'effectivement, la compétition doit être un peu restreinte, limitée sur l'île de Marie-Galante. Alors sur Marie-Galante, on attend un gymnase qui va bientôt être prêt, mais pour l'instant, on n'a pas encore de gymnase qui soit aux normes pour recevoir une compétition. Donc actuellement, on fait beaucoup de déplacements. Et pour les entraînements? Et pour les entraînements, on a une salle polyvalente qui nous permet quand même d'entraîner, mais c'est vrai que quand on aura le nouveau gymnase, ça va changer drôlement notre vie. Et surtout, on pourra accueillir beaucoup plus de jeunes, parce que là, actuellement, on est obligé de fermer les inscriptions par manque de place actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire puisque la discipline prend? Ce serait dommage de devoir limiter les adhésions des associations. Et bien effectivement, une des grosses clés, c'est l'accès aux équipements. On a plusieurs clubs qui arrivent en limite de saturation. Donc une des clés qu'on va avoir pour développer encore la discipline dans les mois et les années à venir, ça va être d'accéder à de plus en plus de gymnases, peut-être des gymnases auxquels aujourd'hui on n'a pas accès, ou comme celui de Marie-Galante, ceux qui sont en cours de création. Et il y a aussi une autre clé, ça va être de créer des clubs dans des endroits où il n'y en a pas forcément encore. Et là, on espère pouvoir vous annoncer des choses dans les mois à venir. En dehors de ça, on parlait tout à l'heure, cette semaine, il y a aussi des événements de formation avec les îles aux alentours, mais nous, au sein de la Ligue, on propose déjà un certain nombre de formations sur l'année, des formations à destination de nos bénévoles. C'est plus d'une vingtaine de bénévoles cette année au sein de la Ligue de Guadeloupe qui ont passé des diplômes fédéraux ou qui sont en train de les passer. Et en dehors de ça, c'est aussi des formations à destination des profs de PS qui vont se mettre en place, des formations à destination des professeurs des écoles, des formations à destination de différents interlocuteurs, et pourquoi pas aller aussi sur le public handicap, sur des publics qui sont aujourd'hui un petit peu éloignés de la pratique et qu'on aimerait de plus en plus intégrer dans les pratiques proposées par les différents clubs au sein de la Ligue de Guadeloupe. Donc il faudra démultiplier les infrastructures, ça on le sait. Est-ce que humainement, il y a suffisamment de monde? Alors, est-ce que humainement, il y a suffisamment de monde? On va en avoir plus. On est aujourd'hui à un peu plus de 700 licenciés. L'objectif, il est très clair, c'est d'aller dépasser la barre des 1000 dans l'Olympiade à venir. Mais pour gérer tout cela, puisque vous avez une équipe de 20 personnes au niveau régional, vous montez à 1000, il faudra des personnes pour suivre. On a une équipe de 20 personnes d'encadrants en formation bénévole, mais il y en a qui sont déjà formés, qui ont déjà leur diplôme depuis les années précédentes, et les 20 viennent se rajouter à l'effectif qui est déjà existant. Donc c'est des encadrants entraîneurs, on en a déjà un peu plus que 20. Maintenant, il y a les encadrants qui sont entraîneurs, et puis il y a aussi tous les dirigeants de clubs qui ne sont pas forcément entraîneurs. On en a par exemple une autour de cette table, c'est Gaëlle, qui est présidente de son club et qui n'est pas entraîneur dans son club. Mais on a aussi besoin de personnes qui sont investies dans des missions de dirigeants. Et aujourd'hui, on a des clubs qui sont très dynamiques un peu partout autour de la Guadeloupe. Et c'est des bons axes de développement. C'est eux les premiers moteurs du développement. Alors, Gaëlle Madois, justement, oui. Et vous avez un autre représentant de club, Stevie Montou. On aimerait avoir votre point de vue, puisque vous organisez les entraînements, c'est vous qui vivez la situation un peu au quotidien. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes suffisamment soutenu? Est-ce que vous avez de quoi fonctionner correctement? Oui, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai réussi à constituer un bureau cette année qui me soutient. On a pu organiser 2 tournois alors que jusque-là, on n'en organisait pas. Donc, on a organisé 2 et on en a organisé un 3e avec Stevie Montou, donc président du club de Tibad. L'École Open, donc une compétition nationale qui va avoir lieu courant avril. Au niveau des infrastructures, c'est un petit peu compliqué. Moi, je représente le club des Papillons du badminton, c'est l'association des Abîmes. On joue au Crêpes des Abîmes et également au Palais des Sports du Gosier. Mais on a de plus en plus d'adhérents, oui, et c'est compliqué. On n'a pas forcément beaucoup de créneaux, on a du mal à il y a une certaine gymnastique à avoir pour pouvoir planifier les entraînements. Complètement. Surtout qu'on est un peu sur 2 villes
en même temps, donc ça peut être assez compliqué. Donc on est un peu à l'affût de nouvelles infrastructures, notamment le lycée de Bainbridge, qui se situe aux Abîmes, dont 3 gymnases sont en cours de construction, avec lequel on discute justement pour avoir de nouveaux créneaux, et puis toute nouvelle infrastructure possible. Même avis? Nous, c'est un peu différent, parce que nous, en termes de créneaux, on est beaucoup plus large, on peut s'entraîner à peu près tous les jours. Parce que Quel nous, club vous représentez? Tibad, c'est un club de Bémao et de Saint-Félix. Donc, pour Saint-Félix, on est au niveau du lycée hôtelier. Donc, c'est une pratique un peu plus loisir. Donc, c'est plus simple. C'est sur 2 jours. Et au niveau de Bémao, on se situe au lycée de Saint-Joseph de Cluny. Mais comme c'est un gymnase privé, ça sous-entend aussi gymnase payant. Donc, mais on a plus de C'est quand même flexibilité. des coûts alors qu'il devrait y avoir des infrastructures Il y a des publiques. coûts, mais ça nous donne une certaine souplesse au niveau des entraînements, sachant qu'on on a, en termes de créneaux, on est plutôt large sur la semaine. Ça crée d'autres problèmes, c'est pas forcément toujours aussi pratique qu'un vrai gymnase. On compare par exemple au Palais des Sports, en termes même de hauteur sous plafond pour le badminton, ça peut servir. On se rend compte que bon, on doit jongler. Parce que vous avez besoin d'équipements quand même qui soient opérationnels pour votre discipline. C'est ça. Vous ne pouvez pas pratiquer n'importe où, n'importe comment. C'est ça. Donc ça fait qu'on a un gymnase, on a l'avantage de la disponibilité, on perd l'avantage de la praticité sur le sport en tant que tel. Donc c'est toujours un équilibre à trouver. C'est un peu moyen quand même que des équipes, des associations doivent débourser, décaisser quand même pour s'entraîner. C'est quand même problématique. Je pense que ça concerne en fait tous les sports quand même en Guadeloupe, les difficultés d'accès au gymnase. On a aussi des gymnases qui ne sont pas encore tracés, donc ça c'est simplement des tracés qui restent à faire et obtenir quelques créneaux. Donc on a encore quand même de la marge de développement, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a encore cruellement un manque d'infrastructures sportives, surtout que nous, badminton, on ne peut jouer qu'en structure fermée. Avec le vent, on a un peu la pratique du air badminton à l'extérieur, mais il faut très peu de vent. Volants, bon, avec le vent. Et voilà, il faut vraiment des gymnases fermés. Donc actuellement, c'est un petit peu le frein que nous avons et nous sommes obligés de refuser des adhérents. Alors que j'ai des demandes, j'ai des demandes d'IME, etc. Mais je n'ai pas les infrastructures pour les mettre à disposition. Au niveau de la région, on va accélérer un petit peu les process. On espère. On espère. En tout cas, on œuvre, on fait tout pour. On fait tout pour. Et c'est sûr que dans les années à venir, ça sera, comme je disais, une clé pour aller plus haut. Alors, Monsieur Bib, justement, vous représentez les relations internationales au niveau du badminton. Quand vous regardez un petit peu la situation ici en Guadeloupe, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, au niveau de la Fédération française, nous avons des ligues régionales qui sont dans l'Hexagone et puis d'autres qui sont en territoire ultramarin, donc nous en avons 7. Dans la zone panaméricaine, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Et la Guadeloupe, c'est quand même le bon élève de nos ligues ultramarines, puisque c'est une ligue, comme on a vu, en pleine expansion, et avec une croissance de licenciés, un salarié. Donc il n'y a que 2 territoires ultramarins, La Réunion et donc Guadeloupe, qui ont un salarié. D'accord. Et ça, c'est... Donc c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Oui, il y a un intérêt, et puis surtout, c'est un vecteur de développement très important. Et vous avez peut-être un vivier de champions aussi Alors, en badminton, pas encore, même si on a des jeunes pousses intéressantes. Mais si on prend les médailles aux Jeux Olympiques, sur l'ensemble des médaillés, il y a 30% d'Antillais. Donc on a un bon niveau quand même. Mais bien sûr, il y a un potentiel athlétique et sportif indéniable ici, et il n'y a pas de raison que le badminton échappe à cela. Voilà. Donc un bon élève, on a des bons pratiquants, on a de plus en plus d'adhérents. Qu'est-ce que vous préconisez justement pour la suite? Ben là, il faut absolument que le badminton guadeloupéen soit accompagné au niveau des infrastructures, comme l'ont dit là, les présidents des 2 clubs et puis les dirigeants de la Ligue. Il faut un accès au gymnase plus important. Je pense que les pouvoirs publics auraient tout intérêt à miser sur le badminton. Comme l'a dit Madame la Présidente, c'est un sport vraiment pour tous. Sur les effectifs de la Fédération française, 36% de jeunes.
et puis à peu près 42% de féminines. Et surtout, on peut jouer en famille, il y en a qui jouent en compétition, il y en a qui jouent jamais en compétition. Et puis voilà, chacun a sa place dans une salle de badminton. Donc c'est un sport de salle, même s'il y a une pratique qui se développe à l'extérieur avec le airbad, mais c'est un sport de salle. Et c'est vrai que c'est une difficulté notoire, qui n'est pas typique de la Guadeloupe, hein, mais qu'on retrouve dans pas mal de territoires ultramarins. Très bien. Par exemple, je suis toujours étonné dans les territoires ultramarins que les clubs doivent payer la salle pour, comme vous l'avez souligné. C'est quand même regrettable. Dans l'Hexagone, il n'y a jamais ça, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous avez suffisamment d'infrastructures pour Oui, mais surtout elles sont mises à disposition par les pouvoirs publics. Et dans les territoires ultramarins, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup d'endroits où c'est payant. Parce que Daryl a eu l'occasion de souligner effectivement les problématiques pour s'entraîner ici. Oui, du fait, si je dois parler, l'exemple du Palais des Sports, qui malheureusement, comme beaucoup d'autres, on n'est pas les seuls, avec les autres clubs sportifs, malheureusement, c'est devenu plus le palais de la culture que de la pratique sportive, ce qui est dommage. Parce que vous devez jongler entre les événements culturels, festifs, et tous les autres clubs qui doivent utiliser la structure. Exactement, et c'est ce qui, pour ma part, on dit souvent, voilà, le territoire, terre de champions, etc. Mais pour que justement ces jeunes puissent avoir un entraînement adéquat et régulier, il faut que ce genre de dispositif soit disponible pour leur permettre de s'entraîner. Sauf que si on arrive à un stade où un mois sur deux, voire même une semaine sur deux, la salle n'est pas disponible, ce sont souvent les clubs qui doivent jongler entre elles. Et heureusement, comme il y a une belle harmonie quand même au sein des clubs de badminton, on est amené à jouer dans un autre club. Vous échangez un petit peu des lieux d'entraînement, voilà. On arrive à composer un petit peu. On essaie de composer au mieux pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer comme il a envie de le faire. Et je me dis, c'est dommage qu'on soit sur un territoire où cet aspect de mettre en avant la discipline sportive n'est pas suffisamment mis en avant. Alors ça dépend de quelle discipline, peut-être. Oui, c'est vrai que je prends l'exemple du football. Le cyclisme, par exemple. Le cyclisme, notamment, ce sont des sports forts de chez nous, mais au détriment, par moment, d'autres disciplines olympiques. Et je ne sais pas si on peut mettre la petite vidéo YouTube pour montrer justement ce que donne un match mixte au badminton. Est-ce qu'on peut avoir ça, Jordan ? Donc on a pu voir ces extraits du stage qui se déroule en ce moment. Donc réservé aux jeunes ou bien toutes les catégories ? Non, c'est réservé aux jeunes, les moins de 15 ans. Donc ça, c'est l'association francophone de badminton qui l'organise avec la Confédération panaméricaine, c'est-à-dire c'est pour tous les pays, les territoires francophones de la zone panaméricaine, c'est-à-dire donc au Canada avec le Nouveau-Brunswick et Québec, Haïti, Sainte-Lucie, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, mais la Ligue de Guadeloupe administre également Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon qui est présent à ce stage. On administre Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Il y a vraiment une bonne entente. Hein. Ouais. Il y a une bonne cohésion dans le milieu. Et donc Saint-Pierre-et-Miquelon est présent à ce stage. Ils sont venus avec 5 joueurs et 2 entraîneurs. Et voilà, c'est la petite... Tu participes ? Oui. Comment ça se passe ? C'est bien. T'as fini avec nous, c'est bien. C'est juste bien. Mais tu fais des rencontres, raconte-nous. Là, j'ai pu faire des amis. Et, ils viennent d'où ? De Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon et Martinique. Saint-Pierre-et-Miquelon et Martinique. Tu peux dire le nom de tes potes. Hein. Il y en a un qui s'appelle Baptiste. Il y en a un autre de Martinique qui s'appelle Salim. Et après... Bon, les autres... Non, les autres... Ça va. Ils sont là. Alors, qui est le plus fort entre vous trois ? Je crois que c'est moi. Oh. Quelle modestie. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il gagne aussi au-dessus de sa catégorie.
Attends. Ah, mais- Juste le champion Benjamin. Dis-toi que j'ai eu l'occasion d'affronter les jeunes pousses et tout, et ils me donnent du mal, hein, sachant que moi, quand j'ai commencé, j'étais... Toi, tu as des années de pratique déjà. Ah oui, j'ai déjà des années pratiques. J'étais l'un des rares jeunes qui pratiquaient de la discipline. Et voilà, 10 ans après, j'ai vu les nouvelles générations et ils se débrouillent très bien. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont stimulé énormément à me dire bon, on va relever le niveau. On va relever le niveau. Faut s'entraîner bien comme il faut parce que eux, ils sont très vivaces et en plus leur technique a vraiment bien évolué entre temps. Et Vous arrivez à donner des effets? Tu donnes des effets Pas au volant? Non, Pas encore trop? non, pas Alors, assez sur, fort. sur quoi tu es le meilleur, concrètement? Ben, sur le smash, Smash? oui. T'es offensif, dans ce cas-là. Oui, c'est un attaquant. C'est un attaquant. Ça doit être pour ça que tu gagnes. Tu te dépêches de plier les matchs, en fait. Oui, Ah, tu les expédies? oui. Ah, bien joué. Excellent. Oui, et on a la vidéo. la qui est vidéo, faite. mais Oui, oui, oui. super. On Pour va montrer à regarder. quoi ça ressemble le match à niveau international. What a rally. Oh, my goodness! It's not over, it's not over. That's it. Whoa! Whoa! Can you believe it? What a rally! Oui, il s'est un peu battu pour sa vie. quand Ah même. ouais, il s'est battu pour sa vie. C'est et- un peu ça le badminton. Quand Et on est là- sur le terrain, il faut se battre. Exactement. Et là, voici un autre match, mais simple cette fois-ci, entre un ancien. Il était numéro 1 à un moment. Oui, voilà. numéro Mais un. les deux ont été numéro 1. Il était numéro 1. Wow. Ah oui, non, ça va vite. Oui, ça oui. va très vite. Donc c'est le sport de projectile le plus rapide. Hein, on a enregistré le passage du volant au-dessus du filet à plus de 400 km/h. 400 km/h. 500. Voilà. 500 maintenant. Donc 500 peut-être qu'on va km/h. pouvoir montrer là, un volant. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment des projectiles pour cibler. D'accord. Voilà. Donc hein, le volant, il fait moins de 5 grammes. Mhm. Ce sont des plumes d'oie plantées dans un bouchon de liège. Voilà, il y a 16 plumes. Et donc c'est une trajectoire très originale qui n'est pas du tout comme une balle. 500 km/h. Je Faut peux- être vif. Je peux te dire que j'ai déjà reçu un volant, bon, il allait à 300 km/h et j'ai eu des bleus. Hein. Mais bon. Donc il faut quand même faire un peu attention. Et en termes de dépenses énergétiques, on peut dépenser près de 1000 calories par heure de bad. C'est vraiment un sport complet, très cardio, donc qui aide à bien vieillir, honnêtement, parce que tout le corps travaille, le cœur travaille aussi. Après, il faut y aller à son rythme. Hein. Là, on a vu des, Oui, des- mais des c'est champions. possible. C'est possible partout. C'est ça qui est bien. C'est la chance qu'on a avec le badminton et c'est peut-être pas présent dans toutes les activités sportives. Mais nous, c'est tout le monde. Les élites, les forts. Voilà, on s'amuse vite, quel que soit notre niveau. Et les gens sont heureux, quoi. On a passé du un bon plaisir. moment. Et la pratique mixte, on l'a vu là sur l'extrait vidéo, la pratique mixte est une des spécificités du badminton parce le badminton est pratiqué en double mixte à très haut niveau sur tout le circuit toute l'année. Ce qui fait aussi une différence avec un bon nombre d'autres sports. Il n'y aura pas intégré finalement des Exactement. compétitions féminines, des choses comme ça, pour équilibrer. C'est déjà à la base. Voilà, nous, sur toutes les compétitions internationales de très haut niveau, il y a le simple homme à égalité avec le simple dame, double homme, double dame pareil, et le double mixte qui est à égalité avec les 4 autres disciplines. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres disciplines où si on parle d'un sport collectif, il n'y a pas de sport collectif qui sont Se joués pratique effectivement en en mixte. mixte à très haut niveau. Les champions asiatiques, principalement, les Danois, sont très connus dans toutes les disciplines. Et moi, je mets au défi des gens qui aiment bien le tennis de me dire qui a gagné Roland-Garros en double dame ou en double mixte. Or, en badminton, les gens le savent, qui gagne les grands tournois en double dame, en double mixte, double messieurs. Voilà, les 5 disciplines sont vraiment traitées de façon égale. Très bien. Et le niveau de la France au niveau international? Alors, Parlez la justement France, des Asiates non, dominent, on imagine. Donc il y avait les championnats d'Europe non mixtes justement ce week-end. Donc les messieurs ont fini en médaillé d'argent.
Et puis l'équipe féminine, médaille de bronze. Donc en Europe, on est dominé historiquement par le Danemark, qui est un tout petit pays ce sont les seuls à vraiment ennuyer l'hégémonie, à remuer l'hégémonie asiatique. Et ensuite, en Asie, on prend n'importe quel pays, c'est fort. Bien sûr la Chine, mais la Thaïlande, le Japon, l'Indonésie, la Malaisie, partout ça joue fort. Et la France, là-dedans, se situe entre 12e, 16e mondial, selon les années. Alors heureusement, il n'y aura pas de compétition par équipe, mais par contre, il y aura, donc, comme on a dit, les 5 disciplines, 5 messieurs, 5 dames, 12 messieurs, double mix, et puis on peut essayer de rêver, avoir une médaille. En l'occurrence, la plus grande chance de médaille française, elle serait sur le double mixte, et surtout pour les Jeux paralympiques, où là, le badminton était présent à Tokyo déjà, et à Tokyo, le para-badminton nous a rapporté plusieurs médailles. Et là, au niveau français, on fait partie des nations dominantes sur cette discipline. Enfin, sur ces disciplines, parce que pour le coup, il y en a plusieurs, et en plus, dans chacune des disciplines, il y a des possibilités. Il y a différents handicaps. Très bien. On attend de voir les résultats, que ce soit pour les JO ou bien pour les JO paralympiques. En tout cas, merci à vous tous d'être venus ce soir nous parler effectivement de ce secteur, de ce milieu sportif. Et je laisse le mot de la fin pour la présidente. Un petit mot pour féliciter les clubs pour leur activité, leur dynamisme. Vraiment, sans eux, il n'y aurait pas de badminton. Et un grand merci aussi à la fédération qui nous soutient depuis le début, qui est toujours auprès de nous pour nous appuyer dans nos projets. Ils viennent chaque année nous aider. Et c'est une force parce que parfois on est un petit peu isolé en Guadeloupe, un petit peu loin de tout. Et ils nous aident beaucoup. Donc je remercie en particulier M. Bing et la Fédération française de badminton. Et les réseaux sociaux, vous pouvez suivre la Ligue sur Facebook et Instagram. Alors, oui, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour une séance d'essai. On fait tous des séances d'essai, chacun dans nos clubs. Et nous vous invitons au championnat de la Guadeloupe adulte le premier week-end de mars, qui sera à Petit-Bourg, à la salle Laura Flessel. Et vous êtes tous les bienvenus, il y a des tribunes. Vous pouvez venir voir et puis tester dans nos clubs. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. On souhaite bon vent à Théo, n'est-ce pas, qui devra nous ramener tout un tas de médailles. On est d'accord, Théo? Oui. On a pris mot, hein. On te recevra ici même. D'accord. Merci encore. Daryl. Yes. Merci de nous avoir invités à Harold, et la semaine prochaine on aura un sujet de tech que je vais vous concocter en bonne et due forme, et passez une très belle soirée et bisous tout le monde. On se retrouve très prochainement. Bisous.